La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Allez, let's go. On est en ligne. Ça enregistre pour un nouvel épisode d'OVNI. Salut Ilan, comment vas-tu ? Salut, ça va très bien et toi ? Ça va. Alors pour les gens qui voudraient l'ajouter sur LinkedIn ou le suivre, je suis avec Ilan Elbaz que j'ai rencontré et je suis très content de le retrouver parce qu'on s'est pas vu depuis, je pense en 2014 ou 2015 dans une manifestation Montpellier Capital Risque, qui est un événement organisé par la métropole de Montpellier qui réunit des leveurs de fonds, des gens spécialisés dans le M&A, des fonds, des business angels et des startups qui pitchent finalement leurs projets. Et donc moi je crois que c'est le moment dans ma vie où je commençais à devenir business angel, où je découvrais ce nouvel univers et je connaissais pas grand chose. Et du coup j'avais bien aimé notre premier échange où j'étais venu te demander de m'aider à décrypter des acronymes, build-up, machin, truc. Je t'avais posé plein de questions et t'avais passé une demi-heure, une heure avec moi et tu m'avais appris plein de trucs. Et donc quand j'ai su que t'étais en France parce que tu vis aux États-Unis, à Miami, c'est ça ? Exact, ouais. Je t'ai dit, viens, on se prend un café, mais plutôt que de le prendre en bas en terrasse, on va le faire en studio, que on raconte aux gens qui nous écoutent pourquoi tu es un ovni. Et c'est quoi ce métier de banquier d'affaires, on peut appeler ça comme ça ? Ouais. Et donc, si tu te présentes en quelques minutes et que tu parles un peu de ton activité, pourquoi par rapport à d'autres banques d'affaires, finalement, moi, Ilan, je te considère comme un ovni d'après toi ? Déjà, pour commencer, très heureux de te retrouver, évidemment. Ça ne me rajeunit pas tout ça. Ouais. Putain, ça fait déjà 10 ans, quasiment. 10 ans, ouais. 10 ans, on est plus les mêmes. Déjà à l'époque. Et oui, depuis les États-Unis, depuis maintenant ça fait presque 13 ans que j'ai créé ma boutique M&A. Cette question tu m'as posée, qu'est-ce qui fait de moi un ovni, fait réfléchir. Mais aujourd'hui, je pense que d'être présent entre les US et la France, d'être un partenaire qui est entre la France et les US, au bureau à Paris, au bureau à New York, au bureau à Miami, fait de moi une niche sur des tailles d'entreprise entre 10 et 100 millions de valos. Je pense qu'aujourd'hui, je dois être le seul qui le fait, qui fait les allers-retours entre les deux pays. Et après, le métier de banque d'affaires, c'est un métier dans lequel je suis tombé depuis que j'étais tout jeune, puisque c'est le métier que je voulais faire quand j'étais jeune. T'as commencé aux US finalement, c'est ça, Société Générale, et puis... Ouais, j'ai commencé d'ailleurs dans le hedge fund, j'ai pas commencé en M&A. Comme Augustin Sayer, d'ailleurs, notre associé qui a commencé, Lazare, puis Colonie Capital et Lomas, un truc comme ça, et puis qui après est revenu en France, qui peut-être un jour va y repartir, on sait pas. Ouais, écoute, moi je suis les États-Unis, c'est marrant, j'ai discuté avec une de mes tantes il y a pas longtemps, et elle me disait, en tout cas, depuis tout petit, t'as toujours dit, je veux devenir américain, et je veux faire du M&A, et je veux racheter et vendre des boîtes. J'ai été participer à ce type d'opération. Et s'il y a un truc que j'ai réussi, et j'en suis un peu fier aujourd'hui, peut-être qu'il fait moi un ovni, c'est quelqu'un qui a des goals quand il est tout jeune, et j'ai essayé d'atteindre ces goals-là en devenant, je suis devenu américain il y a un an, et je fais le métier que j'aime. Qu'est-ce que ça change pour toi d'être américain ? Ça a été un envie, je sais pas comment expliquer donc, ça. Du coup, t'as une femme, des enfants, ils sont américains, tes enfants ? Ouais. Tu leur as donné ça, c'est un beau cadeau aussi, tous les trois ? On avait passeport français, très fier d'être français toujours, mais on a les deux passeports, pourquoi américains, ouais. Et c'est quoi les avantages concrètement ? On n'a pas à part payer 2 fois les taxes. Ouais, c'est pour ça. Il y en a plein qui me disent, mais attends, déjà, moi, j'ai pas créé de boîte. Donc, j'ai pas d'exit, j'ai pas ou de problématiques de fiscalité particulière. Mais honnêtement, j'ai toujours eu l'idéologie du rêve américain, cette envie-là.
Ouais, donc envie d'embrasser ce pays, d'en apprendre les codes et de devenir finalement... avec les plus et les moins de chaque pays, de chaque code. Aujourd'hui, voilà, ça c'est, je pense, voilà. Si tu fais ton mix et en fait ça fait quelque chose d'unique un peu. Voilà. Aujourd'hui, et c'est ce qui fait que je suis unique et que je suis différent, quoi. Écoute, je te blâme pas de pas avoir fait tes devoirs et de pas avoir écouté nos podcasts avant, mais je te recommande l'épisode numéro 3 de Manhattan à Paris, comment devenir un ovni du VC, Augustin Sayer, et comme ça tu connaîtras les deux, voilà, managing partner. Faut que tu me le présentes. Et j'arrête là la page de promo, désolé, je suis à bonne école. Là-dessus, Mathieu, on t'embrasse. Et donc l'épisode 3, c'est ça. Voilà. Et donc je suis l'épisode numéro combien, moi? Je sais pas, 14 ou 15. En fait, en fonction de la qualité de l'épisode, je les sors plus ou moins tard. Voilà, c'est ça. Et donc écoute, est-ce que déjà juste tu peux nous raconter, parce qu'on a je pense une audience qui est assez généraliste, qui vient apprendre, écouter, comprendre ce métier du VC. À quel moment finalement un banquier d'affaires est appelé par un fonds? Comment vous travaillez avec les fonds? Parce que tu as des fonds avec qui tu as des relations privilégiées. Et peut-être pour parler de ta boutique, c'est vrai que moi j'aime beaucoup les entrepreneurs et les entrepreneurs sous toutes leurs formes. Et donc c'est pour ça que je t'ai toujours apprécié en tant que banquier d'affaires, parce que c'est ta boutique. C'est toi qui l'as développé. T'as vendu combien d'entreprises? Enfin, t'as participé à la session 60 de combien? opérations. 60 opérations au cours des dernières années. Donc, ça fait 5-6 dossiers par an, quasiment. C'est ça, exactement. C'est impossible d'en prendre plus? À la taille que je veux avoir aujourd'hui, non. Parce que les gens, ils veulent toi? C'est très lié à ta personne? Pourquoi? C'est lié à parce qu'aujourd'hui, quand tu vends une boîte, aujourd'hui, notre métier, c'est pas de la finance. Notre métier, c'est matchmaking. C'est de trouver le bon fonds pour la bonne entreprise, c'est de trouver la bonne acquéreur pour la bonne cession. C'est ça. Et tu crois pas que tout ça va être de plus en plus digitalisé par des espèces de marketplace, des plateformes sur lesquelles tu retrouveras d'un côté les besoins des acquéreurs et des gens qui souhaitent acheter? C'est déjà le cas aux US. C'est déjà le cas aux US. Aux US, si je te raconte un peu l'histoire de mon arrivée aux US, parce que entrepreneur, quand je suis parti et j'ai commencé, après avoir passé une partie de ma carrière chez Cambon, et que j'ai décidé de monter ma boutique, donc de devenir un entrepreneur d'ailleurs du M&A, parce que monter sa boîte avec toutes les problématiques, et c'est ça aujourd'hui qui me rapproche des entrepreneurs qui me font confiance, c'est que quand on parle d'employés, quand on parle de problématiques fiscales, URSSAF, je suis un entrepreneur aussi, j'ai les mêmes problèmes. Donc finalement, tu partages ces problématiques, et c'est ça qui fait la différence. Et donc pour revenir, quand je suis parti aux US, en me disant je vais ouvrir la même chose, il y en a pas, il y a pas de boutique M&A de cette taille-là, je vais ouvrir un US-US. Je voulais pas faire au début, j'étais pas du tout sur une niche franco-US, j'étais sur une niche vraiment US-US. Je suis arrivé, j'ai recruté, j'ai ouvert, j'étais hyper content, puis à un moment je me dis mais pas de dossier, j'arrive pas à comprendre, soit c'est des dossiers très venture, et aux États-Unis le venture pur, on apprécie plutôt que l'entrepreneuriat, il n'y a pas de notion, c'est pas du tout éduqué dans le sens où un fonds te reçoit un dossier M&A, il y a un problème avec l'entrepreneur. Un dossier venture, pardon. Ouais, d'accord. Il y a un problème avec, c'est pas du tout organisé comme en France. Ok. Et ensuite, le dossier M&A, sur les petites tailles de boîtes, entre 10, 20, 30, 40, 50, elle est peut-être plus haut, ça commence à être à une réflexion. On donne ça à un business broker qui est un agent immobilier. Ok. Qui comprend pas trop les bidas, qui comprend pas les chiffres, qui fait des dossiers et qui envoie. Et comme aux États-Unis, t'as pas d'expert comptable qui certifie que t'as pas de CAC, t'as pas de certification des comptes obligatoires, donc t'as des comptes qui sont faits d'une manière, comment on appelle ça, d'une manière simple et qui dépend de ce que tu lui donnes comme info. Ok. Tu peux ne pas vérifier les comptes et en réalité. T'as plein de boîtes comme ça, l'agent, oui, ma boîte fait 10 millions d'EBITDA, vous savez ce que c'est l'EBITDA, comment ça se calcule? Oui, c'est ça. Et en fait, tu rentres dedans et tu te rends compte finalement que pas du tout ça, qu'il y a beaucoup de chiffres qui sont faux, ils sont double bookés, donc c'est pour ça que c'est... Donc le métier de banquier d'affaires, selon toi, est encore plus nécessaire côté US que côté français, où là, effectivement, t'as une réglementation, t'as beaucoup plus de choses qui font... C'est pas la réglementation, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Les Américains sont pas éduqués à utiliser un banquier d'affaires. Ok. Parce que les banques d'affaires descendent pas sur les petites tailles. Ils font que les gros deals. Ok. Les gros deals pour nous, le small et le mid. Ouais, je comprends, ok. Donc du coup, il y a un manque d'éducation. Ok, celui qui a vendu ma maison, il peut me vendre ma boîte.
Bon, c'est un peu généralisé de dire ça, c'est un différent. métier différent. Et donc ouais, 2 ans, galère, les jeunes là-bas, enfin les employés qui ont fait du M&A, qui sortent de grandes écoles, etc., ils sont pas du tout non plus formatés pour travailler. Nous, on a une formation en France qui est différente, avec des gens qui ont fait des stages. Quand ils rentrent en première année ou en deuxième année chez toi, ils comprennent comment faire un mémo, ils comprennent. Bon, ben donc t'as essuyé les plâtres Que tout entrepreneur fait quand il arrive. Tout entrepreneur, c'est-à-dire définition un peu du marché cible, trouver un peu ses marques jusqu'à effectivement avoir ce positionnement cross-border. Qui a apparu grâce à un deal où un entrepreneur français aux États-Unis à Miami me dit Ilan, je veux vendre ma boîte en France. Et là, je fais ah oui, mais écoute, il me dit mais c'est génial, t'es là, t'as une équipe de prod en France, c'est top. Okay. Et donc donc du coup, j'ai vendu sa boîte en France. Et là, du coup, est né en fait finalement cette idée de cross-border avec et après, du coup, on a fait avec d'autres entrepreneurs européens, évidemment pas français, on a fait du Suède, on a fait Italie, on a fait plein de différents pays avec des nationalités différentes. Et cette cross-border a commencé à fonctionner dans ce sens-là. Et inversement, dans l'autre sens, tu avais des fonds qui ont commencé à me dire « Attends, mais t'es présent aux États-Unis, ça nous intéresse, on voudrait du coup faire du build-up pour nos participations en France. Comment on pourrait travailler ensemble ?» Et là, du coup, j'ai compris quel devait être mon business model. C'est que au lieu de vendre les boîtes qui ont les mauvais chiffres, c'est si tu te mets à l'achat sur ces boîtes-là et que tu as compris qu'elles sont mal expliquées, etc., mais il y a des bonnes affaires à faire en réalité. Parce que quand on t'annonce un EBITDA, que tu fais l'audit et que tu sais de toute façon que tu vas pas trouver les chiffres qui t'ont dit, bah du coup tu trouves de bonnes affaires à faire. Ok, donc en fait tu as été finalement quelqu'un qui a chassé, qui a trouvé des opportunités pour d'autres, et en fait ton modèle économique par rapport à ton métier d'avant chez Cambon a un peu évolué, ou ça a toujours finalement été le même métier? C'est toujours le même métier, c'est un métier de commission, un métier de service, un métier de matchmaking. Évidemment, c'est la base de notre métier, c'est de savoir faire un modèle, de savoir faire une valorisation, de savoir faire. Enfin, si tu sais pas faire ça, c'est même pas la peine de faire un métier. Mais si on est là depuis 15 ans ou 20 ans, maintenant je fais ce métier, c'est qu'on sait le faire. C'est comme un jour, un de mes clients disait, c'est comme un peintre. Si je vois un peintre et qui sait pas peindre, c'est la même chose pour moi. Je l'estime de la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une base qui est obligatoire. Et à partir de ce qui fait vraiment notre métier, c'est d'être capable de réfléchir et de la stratégie en disant celui-là, il va avec celui-là. Et c'est là où c'est là où j'ai fait mes meilleurs deals, en fait. C'est quand j'ai réfléchi à qui elle avec qui. Et quelle boîte devait racheter celle-là. Moi, j'ai ce souvenir d'un de mes souscripteurs dans un fonds qui me dit, je pensais pouvoir vendre ma boîte 80 millions et j'ai fait appel à un banquier d'affaires qui, justement, a mieux réfléchi que moi aux acquéreurs potentiels, qui a su les mettre en compétition, qui a su nous décharger, parce que c'était une boîte familiale, un peu de l'émotionnel, etc. Et au final, il a vendu sa boîte 170 millions. Et à ce moment-là, tu comprends vraiment le rôle d'un banquier d'affaires. Toi... Tu viens de le définir. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai appris ça. Tu l'apprends pas dans les grandes banques, parce que dans les grandes banques, tu fais pas ça. Tu l'apprends dans des banques entrepreneuriales, tu l'apprends parce que on n'a pas un métier de banquier d'affaires. Encore une fois, je reviens sur le mot matchmaker. C'est vraiment ça, c'est de trouver le monde, de mettre en concurrence. J'aime pas le mot auction process, mais c'est ça en réalité, c'est de trouver qui va payer. C'est pour ça qu'on te demande quelle est la valeur de ma boîte. Regarde, là, t'as un exemple. Non, mais la valo, on sait bien que ça soit dans le seed, en venture capital ou à la sortie, que les valorisations ont une part d'irrationnel. On a fait un épisode il y a quelques semaines, je crois qu'il est sorti il y a même quelques jours, avec Tristan Morel, le fondateur d'Oumiami. Et Tristan te dit, à un moment donné, la valorisation, elle est plus sur un multiple d'EBITDA, etc. Elle est sur la valeur d'une usine, du truc qu'on a construit et de ce que les gens sont prêts à payer à un instant T. Exactement. Et même dans le venture aussi, c'est à un moment tu te dis, c'est quoi la valo? Finalement, c'est le pourcentage que tu vas prendre et qu'est-ce que tu vas laisser à l'entrepreneur pour qu'il se lève tous les matins, qu'il soit motivé pour continuer jusqu'à la prochaine levée qui va encore le rediluer. Donc ton métier, c'est de trouver la bonne équation entre offre, demande, rareté, personnalité. Il y a des fonds qui matchent pas avec d'autres personnes. Il y a des fonds qui matchent mieux avec des personnalités que d'autres. Est-ce qu'il n'y a pas un gap culturel entre la France et les États-Unis? Comment tu fais pour mettre à niveau les entrepreneurs français vers les États-Unis, ou justement que les Américains comprennent un peu l'environnement français? Moi, tu le sais, on vient d'une aventure dans les télécoms qui a été rachetée
par un opérateur américain qui avait fait 37 acquisitions avant de débarquer en Europe. Et ils ont commencé par la France, mais c'est vrai que ça les effrayait un peu. À l'époque, je sais pas si tu te souviens, je crois que c'est Arnaud Montebourg avait fait passer une loi où tous les acteurs un peu stratégiques, dont on faisait la fibre optique et du data center, devaient quand même envoyer leur dossier à Bercy pour que Bercy vérifie qu'il n'y ait pas un intérêt stratégique et ils pouvaient quasiment bloquer la vente. C'est la fameuse époque où on avait eu, je crois, Dailymotion, Yahoo qui avait été à moitié bloqué par ça. Comment tu gères, toi, justement, ces différences culturelles et tu t'assures de faire en sorte que ça fonctionne bien? Justement, en fait, je me mets un peu en intermédiaire. Je fais vraiment mon rôle d'intermédiaire. Et des fois, un exemple d'un dossier où un Américain vient me voir, Miami, il me dit, écoute, j'ai un problème avec un fonds français, c'est une catastrophe. On m'a dit que tu savais faire ce métier-là. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Je vais les attaquer, ça va pas. C'est pas possible. Comment il trouve ce mec-là? Comment il vient de voir? C'est la réputation qui te précède? C'est mon banquier, il lui dit, qui est américain, il lui dit, c'est marrant, j'ai un Français qui fait ce métier-là. Donc là, c'est vraiment. Je pense pas qu'à Miami, j'ai une réputation particulière. Peut-être dans le milieu français, French Tech, tout ça, oui, mais pas dans le milieu américain pur. Ouais, la French Tech, c'est un bon exemple. Je sais que tu as pas mal œuvré pour que la French Tech se développe, notamment à Miami. Toi qui viens finalement de la banque et de ce métier de banquier d'affaires, quel regard tu portes sur l'évolution de cette French Tech sur ces 10 dernières années? Comment tu t'as vu évoluer la scène tech? C'est quoi un peu ton avis là-dessus? T'as été porté par ça, toi, par bizarrement, l'écosystème qui a grossi énormément? J'ai fait de la tech un peu, mais j'en ai pas fait uniquement parce que ça a été toujours, quand je suis parti de chez Cambon, j'ai voulu faire des différents, parce qu'il y a un truc qui me passionne vraiment, c'est de faire différents métiers, différentes boîtes, différentes typologies d'entrepreneurs, différentes typologies d'acquéreurs, parce que j'aime bien apprendre d'autres univers. Donc dans tes 60 boîtes, c'est quoi? Il y a combien de parts? 50% de tech et 50%? Des trucs, et 50%, ça peut être une marque de fringues, ça peut être de l'hôtel, ça peut être vraiment différent. J'essaie de varier les plaisirs. Mais non, la French Tech, si tu veux parler de la French Tech aux US, de toute façon, ça fait bien plus longtemps que ça a augmenté, parce que je me rappelle, moi, j'ai fait le premier concours à l'époque avant qu'Hollande dise que c'était une priorité de partir aux US. En 2014, j'avais fait un concours de start-up à New York, d'ailleurs avec un de mes copains de promo de fac américaine, qui avait un espèce d'incubateur à New York sur les startups, et j'avais amené 10 startups à New York, et ça avait fait c'est là où j'avais été un peu différent. J'avais fait beaucoup de presse à l'époque sur le différentiel d'avoir amené ces boîtes françaises aux US. Il n'y avait pas encore toute cette French Tech, ce microcosme qui a été développé maintenant, qui est très fort et qui est très puissant, et qu'on avait pu amener ces boîtes-là. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas à rougir. En étant français, t'as vraiment beaucoup de boîtes qui grossissent bien aux US, qui fonctionnent bien sur le business model, et notamment dans les différentes villes avec différentes capabilities. T'as New York qui est toujours là, t'as les Boston et Miami. La scène a augmenté grâce ou à cause du Covid, avec des déplacements de population et le fait qu'il y ait moins de taxes à Miami par rapport à New York, et que la vie est moins chère, était moins chère que New York. Ça a permis aussi de déplacer quelques gros entrepreneurs, de gros fonds, et même la scène est en train de changer. Ouais. Nous, notre thèse chez OVNI, c'est de faire du seed et de dire aux entrepreneurs français qu'on peut pas payer entre 3 et on va dire 8 millions à l'entrée pré-monnaie sur des tours de seed de 500 à 3 millions si la société, elle a pas un positionnement international quasiment day one, ou la capacité à rapidement y aller. On ne croit pas du tout au modèle où tu lances ta boîte en France et puis après tu ouvres l'Allemagne et ensuite l'Angleterre, etc. En fait, nous, on trouve que dans le modèle économique de notre fonds de venture, ça marche pas. On voit bien avec les études à Volta, etc., que l'exit moyen en France, il est entre 15 et 50 millions au cours des 5-10 dernières années, et que du coup, ce positionnement très international, très rapidement, et la capacité de lever derrière avec des fonds internationaux et de se développer notamment aux US, et on le voit, hein, les plus belles licornes françaises, je discutais avec Julien Lemoine il y a quelques semaines, Algolia, etc., elles ont fait ça. Quel conseil tu donnerais à des gens qui nous écoutent justement et qui se disent ok, moi j'ai envie de lancer ma start-up en France, mais comme toi j'ai
ce rêve américain, j'ai envie de très vite la tourner vers l'international. Et probablement peut-être de la céder, parce que la céder aussi aux États-Unis, ça permet pour certains dirigeants derrière d'avoir une expérience à l'international, de rejoindre les sociétés là-bas aux US, d'aller vivre à New York, à Miami, peu importe. Déjà, je pense que ta thèse d'investissement, aujourd'hui, elle commence à être partagée de plus en plus par tous les fonds venture qui ont compris justement l'exit française, franco-française, elle est moins intéressante qu'une exit européenne ou au moins une exit américaine. Enfin, tu dis, elle est comprise et à la fois, quand tu regardes, bon, t'as Partech, t'as Ventech, t'as Newfond, qui a un vrai positionnement assumé. Un positionnement US assumé. US assumé. Et Augustin, mon associé, vient de là-bas. Et c'est un top positionnement, d'ailleurs. Mais il y en a pas tant que ça. Tu vois, s'il y a 60 sociétés de gestion qui font de l'amorçage en France, allez, elles se comptent sur les doigts de la main. N'oublie pas qu'après, il y a des fonds typiques aussi, des fonds fiscaux qui ont permis et qui doivent investir uniquement des boîtes françaises qui ont un projet français. Que quand tu veux investir aux US et que tu veux une boîte qui part aux US, on te demande gentiment des fois de l'incorporer aux US aussi. Donc, t'as une problématique après, pas uniquement culturelle, mais une problématique, c'est pas fiscale, mais d'incorporation. C'est-à-dire que les Américains, il va être actionnaire d'une boîte française pure, c'est plus compliqué que d'être actionnaire d'une boîte où on va dire déplace. Ouais. Nous, c'est pour ça que je crois que dans notre stratégie, on a le droit d'investir plus de 20% du fonds à l'étranger. Et en fait, on se dit que s'il y a des boîtes françaises qui sont amenées à être achetées ou à flipper, etc., en fait, elles rentreront dans ces 20% qu'on peut investir à l'étranger. C'est comme ça qu'on a essayé de craquer le truc. Puis t'as pas mal de fonds maintenant il y a des Français entrepreneurs qui ont créé un peu cette typologie de véhicules qui investissent aussi dans des boîtes à entrepreneurs français. Donc, bien sûr. Qui sont aussi aux US. Donc il y a tout un migrant et c'est dommage de pas pouvoir investir depuis la France dans ces boîtes-là parce que c'est intéressant aussi. Et justement, le marché américain, tu démarres et tu grossis plus vite. Le ticket est plus gros à l'entrée, mais ton accès au marché est beaucoup plus important. Alors qu'en Europe, tu veux ouvrir un marché. Alors, il y a des business models qui fonctionnent bien où tu peux dupliquer. Tu prends le métier des marketplaces, par exemple, dupliquer un pays, c'est pas très compliqué. Ouais, nous, typiquement, tu vois, on n'investit pas dans ce secteur-là des marketplaces. Toi, t'as fait quelques sessions de marketplace Non, mais c'est un métier qui s'est vachement rationalisé, en fait, en réalité. Et aujourd'hui, tu commences à avoir des métriques, même au niveau des grosses margines, qui commencent à être positives, parce que c'est quand même des métiers de volume, en réalité. Et donc, je pense qu'il y a, je pense que ça reste quand même, le tout Amazon fonctionne pas. On essaie de se déamazoner. Ouais. Et je pense que du coup, tu vas avoir des acteurs qui vont se consolider. Il va y avoir sur des niches spécifiques de métiers, ça va être intéressant. Pour étudier un dossier dans ce domaine-là. Ok. Il y a peut-être des choses intéressantes. Nous, on n'y va pas sur l'aspect marketplace parce qu'on dit, ok, il y a quelques années qu'il y a eu quelques gros succès sur ce secteur-là. Aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, la barrière à l'entrée pour lancer des marketplaces, elle est quand même beaucoup plus basse qu'il y a quelques années. Et donc, s'il n'y a pas une barrière techno forte, nous, on voit pas des multiples évidents à la sortie. Et donc, en fait, c'est là où le modèle tourne pas. C'est là où t'as raté un petit détail, c'est que t'as besoin d'avoir les marques qui signent avec toi. Sinon, tu peux plus vendre aujourd'hui. Donc, finalement, t'as besoin d'avoir la marque. La barrière à l'entrée, c'est la marque, en fait. Ouais. Mais donc, ça veut dire si t'as pas de produit à vendre, parce qu'aujourd'hui, c'est ça le truc avec Amazon, c'est que ils interdisent la vente sur Amazon. Tu prends un exemple de n'importe quelle marque, elle peut interdire la vente sur Amazon. Et donc, du coup, si toi, t'as l'accord unique sur cette marque. Ah oui, ouais. Les marques aujourd'hui, c'est plus aussi libre qu'avant. Elles maîtrisent leur distribution, leur canal de distribution. Donc, c'est là où la marketplace revient. Oui, effectivement, tu prends une marketplace BTP, les produits sont lourds, c'est pas les mêmes produits partout, c'est pas duplicable, pas les mêmes normes, etc. Et tu prends des fringues, c'est les mêmes produits partout, tu peux les mettre en concurrence de manière européenne. Aujourd'hui, le shipping européen, il fonctionne. Tu peux avoir une marketplace qui fonctionne sur ce niveau-là. Ok. Si elle a une grosse margine positive, etc. Mais ça, c'est un exemple typique. Mais après, il y a d'autres jolis secteurs qui vont consolider dans cette période-là, qui vont être intéressants à regarder. Bon, et vu qu'on parle de marketplace, on va rester dans le thème. Je le disais, mais t'as pas vraiment répondu à ma question. Dans quelle mesure ton métier va pas être disrupté, plateformisé? Comment tu te sers de ces outils-là? Non, mais vas-y, dis-moi. J'adore parce que je l'étudie. Je le regarde aussi. Le métier de la prod en elle-même,
Je pense qu'on peut être aidé. L'IA, et je travaille dessus actuellement. Donc, Parce que j'ai un projet interne où on essaye d'organiser que la prod, que la vérification des chiffres, tout ça, tu peux les IAiser. Ouais, alors juste pour les gens qui nous écoutent, la partie prod de ton métier, c'est quoi? T'as un entrepreneur qui vient te voir, qui dit bon, j'ai envie de vendre ma boîte, c'est telle personne, les acquéreurs potentiels, mais toi tu vas aller en trouver d'autres. C'est ça, la prod. Et donc là, toi tu rentres en prod pour marketer la boîte, faire ce que t'appelles l'IM, Infomémo. Mais moi, je te parle de là où tu peux travailler, c'est plus sur la partie de l'IM, d'avoir une automatisation du mémo. De la génération du mémo, c'est ça? De la génération, sauf qu'aujourd'hui, on fait du service sur mesure. Donc, à chaque fois, j'ai pas réussi à trouver un système qui marche, parce qu'à chaque fois, ça va t'automatiser quoi? 80%, tu vas faire le macro, même pas. Parce qu'aujourd'hui, on avait déjà des macros, des trucs organisés, des templates, etc. Donc, c'est très compliqué, finalement, dans ça. Et après, là où ça t'automatise rien du tout, c'est le matchmaking, de trouver la bonne zone, parce que ça, il va falloir passer des coups de fil, il va falloir... Et deux, il va falloir réfléchir aussi à qu'est-ce qui est la meilleure stratégie, parce que tu peux demander à ChatGPT qui est le même truc. Et donc la production, c'est pondre des slides, c'est ça? Pondre des slides, bien comprendre, aller agréger quoi? Des sources de données, des études de marché. Qui sont pas accessibles et qui sont pas... L'IA, ça fonctionne bien si tu as des données qui sont libres d'accès. Ouais. Quand elles sont pas libres d'accès, et aujourd'hui, les bases de données sont pas libres d'accès. Donc aujourd'hui, tu peux pas les... Donc tu penses que en fait la plateforme... Encore du temps. Ouais. Le côté plateforme, ouais. Tant mieux. Le côté plateforme, tu as les CRM, tu peux améliorer le suivi avec les fonds d'investissement qui t'a appelé comme... Oui, il y a plein. Le marketing, le suivi d'envoi des mémos, etc. Mais aujourd'hui, si je t'envoie un mémo, salut, comment tu vas? Tiens, regarde ce mémo. Tu vas le regarder? Non, je pense que t'es obligé d'avoir un coup de fil. Mais c'est comme nous, sur les levées de fonds, etc. Parce que t'es un tiers de confiance. T'es un tiers de confiance, t'as regardé, regarde-le, il y a ça qui est pas bien. Ah, mais ils ont eu ça. Et au moins, tu le regardes avec une version différente. Bon, mais je te taquine là-dessus, mais je peux pas te dire ton métier va se faire disrupter et plateformiser, alors que je vois que nous, chez OVNI, il y a forcément un côté intuitu personnel quand on fait les deals avec les gens, que il y a forcément des intros sur mesure quali qu'un fonds va savoir faire, que d'autres fonds vont pas savoir faire, que nous on met des board members qui sont dans nos LP, je sais pas, par exemple Emmanuel Grenier qui est l'ancien patron de Cdiscount et qui maintenant fait une partie innovation chez Carrefour qu'on met sur Mimbi parce que c'est du retail média. Ce genre de matchmaking là, évidemment que pour l'instant c'est un peu compliqué de faire l'input dans un logiciel et que l'output le fasse. Par contre, c'est là où tu as un savoir-faire qui est unique. Mais l'IA peut t'aider, par exemple, à organiser la communication avec tes LP. Elle peut organiser... Elle peut faire plein de choses. Ton calcul de NAV. Elle peut faire plein de choses. Mais pas remplacer le métier, en fait. On va arriver à une couche, finalement, où c'est les métiers... je peux dire d'analyste, parce que s'ils m'entendent dire ça, je vais voir, mais c'est les métiers d'analyse simples qui vont être... Ça va aider les analystes, en fait, en réalité. Non, mais ils vont pas tuer. Nous, c'est ce qu'on dit en rigolant à Thomas de notre équipe. On lui dit, on pense que petit à petit, on peut être une boutique chez OVNI où t'as plus que des profils partenaires parce que une partie de ton job, le premier filtre, va être effectué de plus en plus automatiquement. Je pense pareil, puisque je suis en train, moi aussi, de me réorganiser dans ce sens-là avec... des senior advisors qui vont arriver dans ce sens-là aussi. Donc c'est parce que je pense aujourd'hui qu'on recherche vraiment cette qualité du matchmaking, de l'entretien avec l'entrepreneur qui t'explique, qui peut te donner des idées, qui peut avoir des idées que t'as pas. Elle n'a pas de valeur en fait. C'est une valeur intrinsèque hors du commun. Peut-être pour conclure, t'as fait ces 60 opérations, tu les choisis, c'est-à-dire que les dirigeants te choisissent, mais toi aussi tu les choisis. Ouais. C'est quoi tes critères, un peu comme nous en tant qu'investisseurs? Les gens me demandent souvent, Arnaud, comment tu fais pour choisir un dossier avant d'investir? Qu'est-ce que tu regardes dans une boîte avant d'accepter le mandat? Parce que finalement, tu as un modèle de front fee ou tu es 100% au succès? Tu as toujours un modèle de front fee au moins pour vérifier que l'entrepreneur est vraiment motivé. On est quasiment qu'au succès, hein, parce que le front fee représente quoi, 5% voire 10% de ton revenu global, grand maximum, même pas. Même pas. Et j'ai la version édulcorée et la version honnête. Non, mais on va faire la version honnête. Le but, voilà,
si je m'entends pas avec la personne, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir 42 ans et de me dire, c'est pas que j'ai envie de travailler ou pas, mais si je vais travailler 9 mois avec la personne, 6 à 9 mois. C'est ça le cycle moyen, 6 à 9 mois. Je peux pas avoir sa tête enfin, c'est dur à dire, et je le dis et je l'assume. Je préfère pas le prendre, en fait. Parce que on va devoir s'appeler toutes les semaines, on va devoir s'appeler. Et moi, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir travailler avec des entrepreneurs que j'aime bien. Et c'est pour ça que je grossis pas plus que 6-7 deals par an. Ou que j'en fais peut-être moins des fois parfois des années, parce que je veux pas travailler avec des gens que j'aime pas, en fait. Mais tu veux pas faire du deal pour faire du deal et être une machine à faire des deals et pas... Peut-être qu'il faudrait que je le fasse, peut-être que ça serait mieux, peut-être que je devrais me mettre en question comme ça, mais aujourd'hui, j'aime bien, et c'est pour ça que je te dis encore une fois, dans cet esprit de senior advisor, d'avoir des gens qui réfèrent, ça aide aussi à avoir un groupe autour de toi, de gens que t'aimes bien, de gens qui travaillent, de gens qui partagent tes idées, ou qui les partagent pas, mais avec qui tu peux débattre. Et aujourd'hui, c'est ce que j'aime faire. Sinon, je ferais pas ce métier. Si c'est pour faire du deal, bon, j'arrête. Aujourd'hui, tu vois, c'est... Est-ce que si on se dit les choses franchement, c'est peut-être le défaut sur certaines grosses boutiques où à un moment donné, quand tu grossis et que t'as 10, 20, 30, 50 personnes... Payer les murs. Et c'est ça. Et c'est ce qui te différencie. C'est chacun. Toi un ovni, le côté un peu indépendant. Peut-être, ouais. C'est faire du sur-mesure et de m'avoir moi, en fait. Et je pense que tu pourras interroger plusieurs de mes clients qui diront la même chose. C'est public, les clients d'Ilan, les boîtes que tu as vendues sur le site, ok. Je les mettrai dans le descriptif de l'épisode. Qu'est-ce que tu as envie de donner comme conseil pour terminer là-dessus aux gens qui nous écoutent et qui connaissent pas bien ce métier de la banque d'affaires? Est-ce que, tu vois, moi j'ai beaucoup donné à mes étudiants de Sciences Po un guide qui a été publié par l'AFIC sur la lettre d'intention et d'investissement, où en gros tout est expliqué hyper bien en détail avec c'est quoi des ratchets, comment ça applique les liquid pref quand elles sont participating, non participating, etc. C'est marrant. Demain, quelqu'un veut se lancer dans ce métier-là, tu lui dis d'aller lire quoi comme bouquin ou comme blog, ou c'est quoi les podcasts qu'il faut écouter en dehors d'une autre? Non, c'est marrant. Donc une session presque parfaite. Non, On peut en parler. Donc pourquoi pas, mais l'idée, c'est marrant parce que je pense qu'on arrive après un moment à un âge où on a envie aussi de rendre, de donner. C'est marrant parce que je le fais aussi. J'interviens parfois à l'université de Miami où je vais speaker sur des cours spécifiques de M&A. Et j'aime bien expliquer aussi aux étudiants, donc on partage un peu cette idée-là. Je pense qu'aujourd'hui, t'as tellement de choses en ligne que tu peux avoir accès, où tu peux avoir des idées, où tu peux avoir... je pense surtout ce qu'il faut dire à un entrepreneur qui veut vendre sa boîte ou qui veut faire une levée de fonds, c'est que il y a plein d'options possibles dehors et qu'il faut surtout choisir quelqu'un avec qui on va passer 6-8 mois, 6-9 mois. Et il faut qu'il s'entende bien avec la personne et que il part du fait qu'il y a des gens qui sont, si elles sont là de notoriété publique depuis 15, 20, 30, j'en sais même plus. Il y a différents, voilà. Et je pense donc tu lui dirais, ne fais pas une liste de 3 personnes, mais rencontre peut-être 10 banquiers d'affaires différents. Toi référencé. Et fais ta due deal, quoi. Fais ta due deal. Fais une due deal, mais non plus ne rencontre pas 15 banquiers, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et si un entrepreneur, vraiment autour de lui, il a d'autres entrepreneurs qui ont déjà eu des idées. Et aujourd'hui, ton métier, toi, il est drivé quasiment que par le bouche à oreille, c'est-à-dire que tu fais quasiment pas de démarchage. Non. Et c'est depuis peu des podcasts, mais ouais. Non, mais écoute, c'est cool. Je sais pas ce que ça va, mais non, mais ouais, du bouche à oreille, parce que si en réalité on te recommande parce qu'on a passé un bon moment avec toi. Alors tu rigoles quand tu dis on a passé un bon moment, ça fait combien de temps, mais quand tu vends en général la partie la plus chère de l'entrepreneur. Écoute, tu l'enrichis, et puis c'est pas ça. Et puis surtout, ils apprennent avec toi la vente de leur boîte. Ils sont le nez dans le guidon dans leur boîte tout le temps. Donc tu es une source finalement de quelqu'un extérieur qui va leur apporter des idées différentes. Ouais. Écoute, moi, c'est un peu notre ADN aussi, c'est que moi, j'ai fait une saison de boîte où je les ai accompagnés depuis leur première levée jusqu'à l'ouverture de leur bureau aux US, en passant par un LBO, un OBO, puis on les a vendus à un grand groupe. Et donc au final, comment tu veux te séparer de ces entrepreneurs? Enfin, ouais, tu crées un lien fort. En fait, c'est des amis maintenant, c'est plus. Tu crées un lien fort parce que tu as travaillé sur quelque chose de très personnel pour eux. Ok, écoute, merci d'être venu partager ça. Effectivement, j'espère que
s'il y a des gens qui t'écoutent dans le cadre du podcast OVNI, peut-être que dans quelques mois, quelques années, ils se souviendront de cet échange qu'on a eu 10 ans après notre première rencontre à Montpellier et qui feront appel à toi. Mais je suis convaincu que effectivement nos métiers se plateformisent, qu'il y a des outils qui vont sortir, mais qu'à la fin de la journée, on est dans l'humain, qu'il y a une partie de la décision d'investissement, de la décision de prendre un mandat qui repose sur autre chose. Et cette autre chose, pour moi, c'est la réputation, c'est ce qui va se dégager d'une personne, les valeurs, enfin, et c'est vrai que je suis hyper concentré là-dessus en amorçage pour identifier tous les signaux faibles qui font que, comme tu dis, moi, c'est pas 6 mois, c'est pas 9 mois, c'est plutôt 5 ou 10 ans que je vais passer avec l'entrepreneur, et que si à un moment donné, je le sens pas, s'il y a un doute, il y a plus de doute, et il faut pas que je fasse le deal, quoi. Et donc, c'est quelque chose que je pense en début de carrière, quand on s'est croisés, j'ai peut-être pas assez écouté. Et puis quelques millions d'investissements après, des succès et des échecs, tu apprends à un peu plus écouter, et c'est ce qui fait de toi un meilleur investisseur ou un meilleur banquier d'affaires. Donc c'est cool. Écoute, merci d'être venu prendre ce café ensemble chez Cosa et en studio. Ravi de compter dans la communauté OVNI, un banquier d'affaires cross-border à qui j'espère j'aurai à pousser des belles levées en série A, B ou des sessions de boîte avec les sociétés du portefeuille qui ont des ambitions très internationales. Eh ben merci. En tout cas, t'as pas perdu la petite flamme au fond des yeux que je connais chez beaucoup d'entrepreneurs et que j'ai plaisir à retrouver chez toi quelques années après. Cool, merci d'être venu partager ton parcours, et puis on mettra en lien de ce podcast quelques ressources utiles pour les gens qui s'intéressent à la banque d'affaires et au M&A. Merci beaucoup. À bientôt, salut tout le monde. Au revoir.